bonsoir, et soyez les bienvenus dans cet espace de calme et d'écho lointain. Installe-toi confortablement, laisse le monde extérieur s'estomper et prépare-toi à une immersion profonde dans les brumes du temps. Ce soir, nous partons pour un voyage contemplatif vers une époque où les cieux et la terre semblaient se côtoyer, où les ambitions humaines défiaient l'horizon et où les murmures des civilisations antiques racontaient des histoires d'unité et de divergence. Nous allons explorer la légende de la tour de Babel, non pas comme un récit dramatique, mais comme un témoignage archaïque de la quête humaine de grandeur, un écho persistant des métamorphoses du langage et des premières architectures monumentales qui s'élevèrent du sol fertile. Si ce voyage à travers les millénaires trouve en toi une résonance apaisante, n'hésite pas à le faire savoir en aimant cette exploration. Et pour prolonger ce moment de partage silencieux, dis-nous en commentaire de quelle ville ancestrale ou de quelle période historique tu aimes te souvenir, alors que nous remontons le fil du temps, doucement, vers le lieu où l'humanité chercha à toucher le firmament. Laisse la conscience s'adoucir, le souffle se ralentir. Nous nous glissons à travers les voiles de l'histoire, vers les plaines ensoleillées de la Mésopotamie, terre entre les fleuves, berceau de civilisation dont les vestiges silencieux continuent de nous parler. Le temps s'étire, se dissout, et nous voici transportés des millénaires en arrière, là où le sable et l'argile furent les premières pierres d'un monde naissant. L'aube de la civilisation, telle que nous l'observons à travers les lentilles poussiéreuses de l'archéologie, se leva sur une étendue de terre singulière, enchâssée entre les cours sinueux du Tigre et de l'Euphrate. Cette région, aujourd'hui connue sous le nom de Mésopotamie, présentait un contraste saisissant. Un climat aride, caractérisé par des étés brûlants où les températures pouvaient dépasser 45 degrés Celsius et des hivers courts et doux. Pourtant, la présence de ces deux fleuves majestueux, s'écoulant sur des milliers de kilomètres depuis les plateaux d'Anatolie jusqu'au golfe Persique, conférait à cette plaine alluviale une fertilité exceptionnelle. Les crues annuelles, imprévisibles et souvent violentes, déposaient sur les terres environnantes des limons riches en nutriments, transformant des déserts potentiels en greniers nourriciers. La survie dans ces conditions exigeait une ingéniosité et une coopération sans précédent. Les premières communautés humaines, remontant au Néolithique, furent confrontées à un défi environnemental majeur: maîtriser l'eau. Les pluies, rares et irrégulières, ne suffisaient pas à soutenir des cultures à grande échelle. Il fallut donc canaliser les eaux débordantes des fleuves et les acheminer vers les champs éloignés. Vers 6000 avant notre ère, les premiers systèmes d'irrigation rudimentaires commencèrent à prendre forme avec des canaux creusés à la main, des barrages en terre et des bassins de rétention. Ces aménagements, s'étendant parfois sur plusieurs kilomètres, permettaient d'irriguer des surfaces agricoles significatives, assurant la subsistance de populations de plus en plus nombreuses. L'abondance de l'argile, principal matériau de construction disponible dans la plaine alluviale, fut une bénédiction déguisée. Sans carrières de pierre à proximité et avec un bois de construction rare et précieux, les habitants de Mésopotamie durent développer des techniques de construction entièrement basées sur ce matériau omniprésent. La brique crue, ou brique d'adobe, devint la pierre angulaire de leur architecture. Le processus de fabrication était simple mais laborieux. L'argile était d'abord extraite, souvent des berges des fleuves ou de fosses spécifiques, puis mélangée à de l'eau et à des fibres végétales comme la paille hachée qui agissait comme un liant naturel
et réduisait le risque de fissuration lors du séchage. Cette pâte homogène était ensuite versée dans des moules rectangulaires en bois, de dimensions variées, mais souvent autour de 30 cm de long, 15 cm de large et 7 cm d'épaisseur. Une fois démoulées, les briques étaient alignées sous le soleil ardent de Mésopotamie pour un séchage lent et complet, processus qui pouvait durer plusieurs jours, voire quelques semaines, en fonction de l'humidité ambiante et de l'intensité du rayonnement solaire. Ces briques séchées, bien que moins résistantes que la pierre, offraient une durabilité suffisante pour des constructions de taille moyenne, et leur production massive était relativement simple, nécessitant principalement de la main-d'œuvre. Au-delà de la brique crue, les artisans mésopotamiens apprirent également à maîtriser la brique cuite, une innovation technologique cruciale. La brique cuite, produite en plaçant les briques crues dans des fours à haute température, atteignant souvent les 1000 degrés Celsius, acquérait une résistance bien supérieure à l'eau et à l'érosion. Ce procédé, plus coûteux en bois combustible et en travail, était réservé aux fondations d'édifices importants, aux revêtements extérieurs exposés aux intempéries et aux surfaces nécessitant une durabilité exceptionnelle, comme les canaux ou les sols. La brique cuite pouvait présenter des dimensions légèrement différentes de la brique crue en raison de la rétraction à la cuisson, mais elle offrait une protection inégalée contre les éléments. La formation sociale des premières communautés évolua parallèlement à ces avancées technologiques. Les systèmes d'irrigation complexes nécessitaient une coordination de la main-d'œuvre et une planification à grande échelle, favorisant l'émergence de leaders capables d'organiser le travail collectif. Ces figures, souvent des chefs de famille ou des anciens respectés, prirent progressivement des rôles de gestion et de régulation des ressources, notamment de l'eau. Les villages, initialement composés de quelques habitations dispersées, commencèrent à s'agglomérer, formant des établissements plus denses, parfois protégés par de simples palissades de roseaux ou des murs de terre. Le développement de l'agriculture intensive et de l'irrigation permit non seulement de nourrir davantage de personnes, mais aussi de dégager un surplus alimentaire. Ce surplus, stocké dans des greniers communautaires, servit de base à l'émergence d'une division du travail plus spécialisée. Certains individus purent se consacrer entièrement à l'artisanat, potiers, tisserands, métallurgistes naissants, tandis que d'autres s'occupaient de la gestion des terres ou de la défense. Vers 4500 avant notre ère, cette spécialisation conduisit à l'apparition de premiers centres urbains, des villes-États dotés de structures administratives et religieuses de plus en plus élaborées. L'invention de la poterie représenta une autre avancée fondamentale pour ces sociétés. Les vases d'argile, initialement modelés à la main puis cuits à l'air libre ou dans des fosses peu profondes, offraient des moyens efficaces de stocker l'eau, les céréales et d'autres denrées périssables, protégeant les aliments des rongeurs et des insectes. Vers 3500 avant notre ère, l'introduction du tour de potier révolutionna la production. Cet outil simple, une roue horizontale mise en mouvement, permit de créer des récipients aux formes plus régulières, aux parois plus fines et en quantité beaucoup plus importante, standardisant la production et la rendant accessible à un plus grand nombre. Le travail du métal, bien que plus tardif et dépendant de ressources importées, commença également à se développer. Les premiers objets en cuivre, martelés à froid, apparurent vers 5000 avant notre ère. Puis, vers 4000 avant notre ère, les artisans apprirent à fondre le cuivre dans des creusets chauffés par des feux de charbon de bois,
à des températures d'environ 1080 degrés Celsius et à le couler dans des moules. Cela permit la fabrication d'outils plus résistants et plus efficaces, tels que des haches, des ciseaux et des pointes de lance qui remplacèrent progressivement les outils de pierre et d'obsidienne, améliorant l'efficacité du travail agricole et artisanal. La naissance de l'écriture est sans doute l'une des plus grandes innovations de cette époque, un jalon qui marque la transition de la préhistoire à l'histoire. Initialement, vers 3400 avant notre ère, l'écriture était pictographique, utilisant de simples dessins pour représenter des objets ou des concepts. Ces premiers signes, gravés sur des tablettes d'argile molle, à l'aide d'un stylet en roseau, servaient principalement à la comptabilité et à l'administration des temples et des entrepôts. Par exemple, un épi de blé représentait le blé, et plusieurs épis, une quantité de blé. La complexité croissante des transactions économiques et de l'administration nécessita un système plus efficace. Progressivement, les dessins se simplifièrent et se stylisèrent, évoluant vers l'écriture cunéiforme, caractérisée par des marques en forme de coins ou de clous. Ce système, développé par les Sumériens vers 3200 avant notre ère, permettait d'exprimer non seulement des objets, mais aussi des idées abstraites et des sons grâce à l'utilisation de logogrammes et de syllabogrammes. Les scribes, personnages hautement qualifiés et respectés, travaillaient dans des écoles spécialisées, les édubas, où ils passaient des années à maîtriser les centaines de signes cunéiformes. Ils notaient les lois, les contrats, les récits mythologiques et les chroniques royales, laissant derrière eux une trace écrite inestimable de leur monde. Le concept du temple, central dans la vie mésopotamienne, prit une importance croissante. Au fur et à mesure que les villes grandissaient, les édifices religieux devinrent des structures imposantes, symboles de la puissance divine et de la cohésion communautaire. Les divinités étaient considérées comme les véritables propriétaires de la terre et de ses ressources, et le temple était leur demeure terrestre. Les prêtres et les prêtresses administraient non seulement les rituels religieux, mais aussi une grande partie de l'économie locale, collectant les offrandes, gérant les terres du temple et supervisant les projets de construction. C'est dans ce contexte d'innovation architecturale et de ferveur religieuse que se développèrent les ziggurats. Ces structures monumentales, souvent interprétées comme les ancêtres ou les inspirations de la légende de Babel, étaient de gigantesques temples à gradins, conçus pour élever le sanctuaire principal vers le ciel, le rapprochant des dieux. Les premières formes de ces tours sacrées apparurent à la fin du 4e millénaire avant notre ère, sous la forme de terrasses superposées. La construction d'une ziggurate représentait un effort collectif colossal, mobilisant des milliers d'ouvriers et des ressources considérables. La ziggurate typique était constituée d'un noyau massif de briques crues, offrant la stabilité et le volume nécessaires à la structure. Ce noyau était ensuite revêtu de briques cuites, plus durables, qui protégeaient l'édifice de l'érosion et lui conféraient une apparence plus imposante. Le mortier utilisé pour lier les briques était souvent de l'argile mélangée à de la paille, mais pour les couches extérieures et les parties les plus exposées, on employait parfois du bitume, une substance naturelle issue des affleurements pétroliers de la région, qui agissait comme un ciment imperméable et extrêmement résistant. Des drains étaient intégrés dans la structure pour évacuer l'eau de pluie et prévenir l'humidité. Les dimensions de ces ziggurates étaient impressionnantes pour l'époque. La ziggurate d'Ur, par exemple, édifiée par le roi Ur-Nammu vers 2100 avant notre ère, mesurait environ 64 mètres de long
45 mètres de large et s'élevait à environ 30 mètres de hauteur sur 3 niveaux. On estime qu'elle a nécessité l'utilisation de millions de briques crues et cuites. La base carrée ou rectangulaire était dotée de rampes ou d'escaliers monumentaux qui menaient de terrasse en terrasse jusqu'au sanctuaire sommital, où se déroulaient les rituels les plus sacrés et où, disait-on, les divinités pouvaient descendre et communiquer avec les prêtres. Ces structures ne servaient pas uniquement de lieux de culte, elles étaient également des symboles de pouvoir et d'identité pour la cité-État. La hauteur de la ziggurat reflétait la prospérité et la dévotion de la ville à sa divinité tutélaire. Elle dominait le paysage urbain, visible à des kilomètres à la ronde, guidant les voyageurs et les marchands. Elles étaient le point focal de la vie religieuse et civile, le lieu où les hommes cherchaient à se connecter au divin, à établir un pont entre le plan terrestre et le plan céleste, une idée qui se reflète puissamment dans le récit de la tour de Babel. Le rôle des prêtres dans la société était crucial. Ils étaient les intermédiaires entre les dieux et les hommes, interprétant les signes divins, accomplissant les sacrifices et les rituels propitiatoires. Leur connaissance s'étendait souvent à l'astronomie, car l'observation des corps célestes était liée à la divination et à la détermination des moments propices pour les activités agricoles et religieuses. Les temples possédaient de vastes domaines agricoles et les prêtres étaient responsables de leur gestion, employant des ouvriers et des scribes pour tenir les registres détaillés des récoltes, des offrandes et des dépenses. Les premiers systèmes de loi et d'organisation sociale commencèrent à prendre forme au-delà de la gestion religieuse. Des codes légaux, comme le célèbre Code d'Hammurabi, bien que postérieur, s'enracinaient dans ces traditions mésopotamiennes de justice et d'ordre. Des règles régissaient les transactions commerciales, la propriété foncière, les mariages et les héritages. Les villes étaient divisées en quartiers et la population était stratifiée en différentes classes sociales, l'élite dirigeante et sacerdotale, les scribes et les artisans qualifiés, les agriculteurs et les travailleurs non qualifiés, et enfin les esclaves, souvent des prisonniers de guerre ou des personnes endettées. Les techniques de navigation furent également perfectionnées sur les fleuves Tigre et Euphrate et le long des côtes du golfe Persique. Des bateaux en roseaux enduits de bitume ainsi que des embarcations plus grandes en bois importé furent utilisés pour le commerce fluvial et maritime, transportant des céréales, de l'argile, du bitume et d'autres marchandises. Ces voies de communication permirent non seulement des échanges économiques, mais aussi la diffusion des idées, des innovations technologiques et des pratiques culturelles entre les différentes cités-États, et même avec des régions lointaines comme la vallée de l'Indus. La mythologie sumérienne, riche et complexe, reflétait les préoccupations et les croyances de ses premiers habitants. Le panthéon comprenait des divinités associées aux forces de la nature, comme Enlil, le dieu du vent et des tempêtes, Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse, et Nana, le dieu de la lune. Les mythes expliquaient la création du monde, l'origine de l'humanité et les relations entre les dieux et les hommes. Ces récits étaient transmis oralement de génération en génération, puis furent couchés sur des tablettes d'argile par les scribes, assurant leur pérennité et influençant les traditions narratives des civilisations ultérieures. Les villes, comme Uruk, vers 3200 avant notre ère, devinrent d'immenses métropoles, abritant des dizaines de milliers d'habitants
et couvrant des centaines d'hectares. Uruk, avec ses murailles impressionnantes, s'étendait sur 6 kilomètres de circonférence, protégeant une population estimée à 50 000 habitants, voire plus. Les rues étaient étroites et sinueuses, bordées de maisons en briques crues, et les marchés animés bourdonnaient d'activité. La gestion d'une telle entité urbaine exigeait une administration sophistiquée, capable de coordonner l'approvisionnement en eau et en nourriture, de maintenir l'ordre et de superviser les vastes projets de construction. L'émergence des villes et des ziggurats fut le fruit d'une longue et patiente évolution, de l'ingéniosité humaine face aux défis naturels et d'une organisation sociale de plus en plus complexe. Ces fondations, ces premières briques posées une à une dans le sillage des fleuves, allaient former le socle d'une culture monumentale. Ainsi, comme les racines d'un arbre ancien plongent profondément dans le terreau pour ancrer une croissance future, ces premières fondations patientes de l'humanité mésopotamienne ont créé un terreau fertile. Elles ont permis l'émergence de villes puissantes et de tours qui aspiraient au ciel, dont les échos silencieux résonnent encore aujourd'hui à travers les âges, porteurs de la promesse d'une splendeur à venir et des mystères qui allaient s'y dévoiler. Au fil des siècles qui suivirent ces premières fondations patientes, comme l'eau sculpte la pierre avec une lente persévérance, les communautés établies entre le Tigre et l'Euphrate virent leur société mûrir, s'étendre et se complexifier. Les rudiments technologiques et sociaux de l'aube se transformèrent en systèmes élaborés, porteurs d'une sophistication croissante. Ce terreau fertile, riche des limons déposés par les crues annuelles et modelé par l'ingéniosité humaine, allait permettre l'épanouissement d'une civilisation dont les innovations résonneraient bien au-delà de ces plaines alluviales, jetant les bases d'une ère de développement et d'expansion sans précédent. Les systèmes d'irrigation, initialement simples canaux creusés à la main, évoluèrent vers des réseaux d'une complexité remarquable. Au cours du 3e millénaire avant notre ère, de vastes projets hydrauliques furent entrepris, mobilisant des milliers d'ouvriers. On construisit des canaux principaux, larges parfois de 20 à 30 mètres et longs de plusieurs dizaines de kilomètres, alimentant une multitude de canaux secondaires et tertiaires. Le grand canal de Mésopotamie, ou Nahr al-Malik par exemple, fut un axe vital reliant les deux fleuves et permettant d'irriguer des milliers d'hectares de terres agricoles. Les déversoirs et les écluses, souvent en briques cuites et bitume, permettaient de réguler le débit de l'eau et d'éviter les inondations désastreuses, garantissant ainsi des récoltes plus stables et plus abondantes, fondamentales pour une population en croissance constante. Parallèlement à ces développements agricoles, la métallurgie connut une révolution avec l'avènement de l'âge du bronze. Vers 3000 avant notre ère, les artisans mésopotamiens maîtrisèrent la technique de l'alliage, combinant le cuivre, importé des régions montagneuses comme l'Anatolie ou l'Oman, avec l'étain provenant souvent de l'Iran ou d'Afghanistan. Le bronze ainsi obtenu, composé généralement de 90% de cuivre et 10% d'étain, était plus dur, plus résistant et plus facile à mouler que le cuivre pur. Le processus de fabrication impliquait le chauffage des minerais dans des fours à creuset à des températures atteignant 1100 degrés Celsius, puis la coulée du métal liquide dans des moules en pierre ou en argile. Cette innovation permit la création d'outils agricoles plus efficaces, comme des socs de charrues renforcés, des serpes affûtées et d'armes plus performantes, modifiant profondément l'agriculture, l'artisanat et la guerre. L'invention de la roue,
déjà utilisé pour la poterie au IVe millénaire, fut appliqué au transport terrestre vers 2800 avant notre ère. Les premiers chariots et chars mésopotamiens étaient munis de roues pleines, massives, faites de 3 pièces de bois jointes et cerclées de bronze ou de cuivre pour une plus grande solidité. Ces véhicules, tirés par des bœufs ou des onagres, pouvaient transporter des charges lourdes sur de longues distances, facilitant le commerce et les grands travaux de construction. Les essieux, souvent en bois durci, étaient fixés au châssis, et l'efficacité de ce transport rudimentaire était un facteur clé dans l'expansion des villes et l'établissement de routes commerciales plus vastes, connectant les cités entre elles. L'écriture cunéiforme, née de la nécessité administrative, s'affina pour devenir un système sophistiqué, capable d'enregistrer une vaste gamme d'informations. Vers 2600 avant notre ère, les scribes sumériens et akkadiens avaient réduit le nombre de signes de plus de 1000 à environ 600, les transformant de pictogrammes complexes en syllabogrammes et idéogrammes, permettant une expression plus nuancée de la langue parlée. Des écoles de scribes, les édubas, prospéraient, formant pendant des années une élite intellectuelle. Les élèves apprenaient à graver les signes dans l'argile molle à l'aide de stylets en roseau, à maîtriser la grammaire, la littérature et les mathématiques. Les archives des temples et des palais regorgeaient de tablettes détaillant les transactions commerciales, les décrets royaux, les hymnes religieux et les récits épiques, offrant une fenêtre inestimable sur la vie de l'époque. Les structures politiques des cités-États mésopotamiennes se solidifièrent. Le roi, ou Lugal, grand homme en sumérien, devint la figure centrale, incarnant à la fois le pouvoir militaire, religieux et administratif. Sous le règne de dynasties successives, comme celle d'Ur à la fin du IIIe millénaire, les rois assumèrent un rôle divin ou semi-divin, légitimant leur autorité par la volonté des dieux. Ils étaient responsables de la construction et de l'entretien des temples et des canaux d'irrigation, de la promulgation des lois et de la défense du territoire contre les incursions extérieures. Des fonctionnaires spécialisés, des administrateurs aux prêtres gestionnaires, formaient une bureaucratie hiérarchisée supervisant la collecte des impôts, souvent en nature, comme le grain ou le bétail, la gestion des terres et l'organisation du travail collectif. Les systèmes économiques s'organisèrent autour de la richesse agricole et des routes commerciales. La Mésopotamie exportait son surplus de céréales, principalement l'orge et le blé, de dattes, de textiles de laine et de produits artisanaux comme la poterie et les seaux cylindres. En échange, elle importait les matières premières qui lui faisaient défaut. Le bois de cèdre et de cyprès de la Phénicie, actuel Liban, la pierre, diorite, calcaire, de Magan, actuel Oman, et de la vallée de l'Indus, le cuivre de Magan et de Dilmun, actuel Bahreïn, l'étain des plateaux iraniens et afghans, et des pierres précieuses comme le lapis-lazuli d'Afghanistan et la cornaline. Ces échanges se faisaient par voie fluviale sur le Tigre et l'Euphrate, et par voie maritime dans le golfe Persique, où des bateaux en roseau ou en bois de 15 à 20 mètres de long naviguaient avec une capacité de charge de plusieurs tonnes. Le shekel d'argent, pesant environ 8 grammes, servait de monnaie de compte et de moyen d'échange pour les transactions importantes, bien que le troc de biens et services restât courant. La vie quotidienne en Mésopotamie, loin des fastes des palais et des temples, était rythmée par le soleil et les saisons, par les exigences du travail et les rituels de la communauté. Au lever de l'aube, vers 5 heures du matin,
Lorsque les premiers rayons du soleil doraient les toits plats des maisons en briques crues, la maisonnée s'éveillait. Un paysan, nommé Shulgi, vivant avec sa famille près d'une petite ferme irriguée, se levait de sa natte de roseaux posée à même le sol en terre battue. Après quelques ablutions rapides, avec l'eau puisée dans une jarre de terre cuite, la famille partageait un petit déjeuner frugal, composé de galettes d'orge cuites la veille sur une plaque de pierre chauffée, de dattes séchées et parfois d'oignons. L'odeur du pain rassis se mêlait à l'air frais du matin, promettant une nouvelle journée de labeur. Shulgi partait ensuite pour les champs, souvent accompagné de ses fils. La journée était dédiée à l'entretien des canaux d'irrigation. Ouvrir et fermer les vannes en bois pour diriger l'eau vers les parcelles assoiffées, au labourage avec une charrue en bois à soc de bronze tirée par des bœufs, ou à la récolte de l'orge à l'aide de faucilles de silex ou de bronze. La température pouvait grimper rapidement, dépassant les 35 degrés Celsius dès 10 heures du matin. À midi, une pause s'imposait à l'ombre d'un palmier, où l'on partageait un repas léger de lentilles bouillies et de pain. Le son des bœufs haletants, le clapotis de l'eau dans les canaux et le murmure du vent dans les roseaux ponctuaient la journée de Shulgi, dont les mains étaient calleuses et le visage buriné par le soleil implacable. En ville, la routine était différente. Une artisane potière, nommée Nana, se levait également à l'aube dans sa modeste maison en briques de 30 cm de côté, avec un petit patio central. Elle préparait pour sa famille un petit déjeuner similaire avant de se rendre à son atelier. Là, elle s'asseyait devant son tour de potier, une simple roue en bois activée par le pied. Ses mains expertes modelaient l'argile grise, importée des rives de l'Euphrate, la transformant en jarre de 20 litres, en bol de 15 cm de diamètre ou en lampe à huile. L'air était empreint de l'odeur terreuse de l'argile humide et parfois de la fumée de son four, chauffé à 1000 degrés Celsius pour la cuisson des poteries. Le son régulier du tour et le craquement du bois dans le foyer marquaient les heures de travail de Nana. Un marchand, appelé Enlil Bani, avait une vie plus agitée. Son matin commençait par des prières aux dieux protecteurs du commerce, suivi d'un repas plus substantiel comprenant des galettes de blé, du poisson séché et du lait fermenté. Il se rendait ensuite au marché animé situé près de la porte principale de la ville. Les étals débordaient de produits, des paniers de dattes, des monticules de légumes frais comme des oignons, de l'ail et des lentilles, des tissus de laine aux couleurs variées, rouge carmin teint avec la garance, bleu indigo, jaune, safran. Les odeurs de viande grillée sur des feux de charbon, de coriandre et de cumin écrasé se mêlaient aux cris des marchands vantant leurs marchandises et au bêlement des moutons. Enlil Bani négociait l'achat de 50 sacs d'orge qu'il allait ensuite échanger contre des lingots de cuivre ou des rouleaux de lin importés, mesurés avec une précision méticuleuse sur une balance à bras. La prêtresse Inanna, quant à elle, menait une existence plus retirée dans le complexe sacré du temple de la déesse Ishtar. Son réveil, vers 4 heures du matin, était marqué par l'appel à la prière. Après des rituels de purification dans la cour intérieure, elle revêtait sa longue robe de lin blanc pur et ses parures d'argent. Son petit déjeuner, souvent composé de miel et de galettes fines, était pris en silence. La majeure partie de sa journée était consacrée aux offrandes quotidiennes, des libations de bière d'orge et de vin, des sacrifices d'animaux, chèvres, moutons, dont les entrailles étaient examinées pour la divination, et à la supervision des biens du temple, assistés par des scribes qui enregistraient chaque transaction sur des tablettes d'argile.
L'air du temple était toujours imprégné du parfum doux et résineux de l'encens, myrrhe, au Liban. Le silence n'étant rompu que par les chants rituels et les murmures des prières. Les vêtements étaient généralement simples et fonctionnels. Les hommes portaient des pagnes de laine ou de lin, souvent attachés autour de la taille, parfois complétés par des châles drapés sur une épaule pour les températures plus fraîches. Les femmes portaient des robes longues, souvent en laine tissée, qui laissaient une épaule découverte, avec des couleurs comme le rouge ocre, le bleu profond ou le beige naturel. Les sandales en cuir ou en fibre tressée protégeaient les pieds. Les membres de l'élite, comme les scribes ou les prêtres, pouvaient se permettre des tuniques de lin plus fin, teintes avec des pigments plus coûteux, et ornaient leurs tenues de bijoux en or, en argent et en pierres semi-précieuses, comme le lapis-lazuli ou la cornaline. Les enfants portaient des vêtements similaires, mais plus simples, souvent nus en bas âge. Les habitations mésopotamiennes étaient principalement construites en briques d'adobe, avec des toits plats faits de poutres de palmier recouvertes de roseaux et d'une couche d'argile compactée. Une maison typique, mesurant environ 7 mètres sur 5, s'organisait autour d'une cour intérieure qui servait de puits de lumière et d'espace de travail. Les murs, épais d'environ 50 cm, assuraient une isolation thermique contre la chaleur estivale. Les pièces étaient petites, avec des fenêtres rares et étroites pour maintenir la fraîcheur. Le mobilier était rudimentaire, des nattes de roseaux pour dormir, de petits tabourets en bois, des coffres en bois pour le rangement et une multitude de jarres en argile de toute taille servant à stocker l'eau, l'huile, les céréales et les dattes. L'intérieur sentait le bois fumé, la poussière et l'argile. Les repas étaient dominés par les céréales. L'orge était la base de l'alimentation, consommée sous forme de galettes, de bouillie épaisse, le kisra, ou de bière, boisson nutritive et essentielle à la diète. Pour préparer la bière, l'orge germée était écrasée, mélangée à de l'eau, puis la fermentation se produisait naturellement. Les lentilles, les pois chiches, les fèves et les légumes comme les oignons, l'ail et les concombres complétaient l'apport nutritionnel. La viande était une denrée rare pour la plupart, consommée lors des festivals ou des sacrifices, mais le poisson des fleuves était une source de protéines plus accessible. Les dattes, souvent consommées fraîches ou séchées, fournissaient des sucres importants. Les saveurs des plats étaient généralement salées, terreuses, avec l'ajout de coriandre, de cumin, de sésame et de diverses herbes aromatiques. Le soir, après le dur labeur des champs ou des ateliers, les familles se regroupaient. Les lampes à huile, de simples coupelles d'argile avec une mèche flottant dans de l'huile de sésame ou de poisson, dispensaient une lumière douce et vacillante. Les enfants jouaient à des jeux simples, parfois avec des pions en argile ou des osselets. Les histoires des dieux et des héros, les légendes ancestrales, étaient transmises oralement de génération en génération. Vers 21 heures, la maisonnée s'endormait, bercée par les bruits lointains de la ville endormie, le croassement des grenouilles, le long des canaux et le chant des insectes. Le sommeil venait rapidement, préparant le corps au renouvellement des efforts du lendemain. Les pratiques culturelles et religieuses étaient imbriquées dans tous les aspects de la vie. Le panthéon mésopotamien était riche de centaines de divinités, chacune associée à un aspect de la nature ou de la vie humaine. Parmi les plus importantes figuraient Enlil, le dieu du vent et des tempêtes, Nana ou San, le dieu de la lune,
qui mesurait le temps, Utu, ou Shamash, le dieu soleil de la justice et de la vérité, et Inanna, ou Ishtar, la déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité. Chaque cité-État avait sa divinité tutélaire principale, dont le temple était le centre névralgique de la ville. Les rituels quotidiens au temple consistaient en des offrandes de nourriture et de boissons aux statues des dieux, censés les apaiser et garantir la prospérité de la cité. Les prêtres effectuaient des libations de bière d'orge et de vin, incinéraient de l'encens de cèdre et de myrrhe, et chantaient des hymnes sacrés accompagnés de lyres et de flûtes. Les festivals annuels, comme le grand festival d'Akitu, célébrant le Nouvel An et le cycle de la fertilité, impliquaient de grandes processions où les statues des dieux étaient portées à travers les rues, accompagnées de musique et de danses rituelles. Ces célébrations renforçaient la cohésion sociale et la dévotion collective. L'art et la sculpture de cette période, bien que principalement utilitaires ou religieux, révélaient une grande maîtrise technique et un sens esthétique raffiné. Les sceaux cylindres, petits cylindres gravés de 2 à 5 cm de hauteur, faits de pierres semi-précieuses, hématite, lapis lazuli, cornaline ou de calcaire, étaient roulés sur de l'argile molle pour apposer une signature ou marquer la propriété. Leurs gravures, souvent des scènes mythologiques, des processions divines ou des scènes de chasse, étaient d'une finesse exquise. Les statuettes votives, découvertes par centaines dans les temples, représentaient des adorateurs aux yeux écarquillés, les mains jointes en prière, témoignant de la ferveur religieuse et de la permanence de la dévotion. Les notions de droit et de justice commencèrent à s'institutionnaliser. Bien avant le célèbre Code d'Hammurabi, des codes de loi plus anciens, comme le Code d'Ur-Nammu, vers 2100 avant notre ère, régissaient déjà les aspects de la vie civile et économique. Ces lois, gravées sur des stèles de pierre ou des tablettes d'argile, traitaient de la propriété, du mariage, des contrats commerciaux, des dommages corporels et des peines correspondantes. Elles reflétaient une société soucieuse de maintenir l'ordre et d'assurer une certaine équité, même si la stratification sociale était clairement établie avec des peines différentes selon le statut de la personne impliquée. Les rois se présentaient souvent comme les gardiens de la justice divine sur terre. La hiérarchie sociale se dessinait avec plus de netteté. Au sommet se trouvaient le roi et sa famille, les grands prêtres et prêtresses, ainsi que les hauts fonctionnaires. Venaient ensuite les scribes, les artisans qualifiés, métallurgistes, orfèvres, tailleurs de pierre, les chefs militaires et les marchands aisés. La grande majorité de la population était constituée d'agriculteurs, de pêcheurs et de travailleurs non qualifiés. Au bas de l'échelle se trouvaient les esclaves, souvent des prisonniers de guerre ou des personnes qui s'étaient vendues pour rembourser des dettes. Malgré cette stratification, une certaine mobilité sociale existait, notamment pour les scribes qui pouvaient atteindre des positions influentes grâce à leur savoir. Dans ce paysage en pleine effervescence, où chaque innovation, chaque règlement, chaque rituel était une brique supplémentaire à l'édifice social, les cités-États mésopotamiennes se dressaient comme des phares de civilisation. Elles incarnaient la capacité humaine à transformer un environnement difficile en un creuset de prospérité et de culture. Leurs murailles de briques crues et cuites, comme celles d'Uruk, s'élevaient sur plusieurs mètres de hauteur, s'étendant sur des kilomètres, protégeant des dizaines de milliers d'habitants
et des trésors d'ingéniosité. Les ziggourats continuaient de dominer le paysage urbain, leur marche menant toujours plus haut vers le ciel, symbole de l'ambition persistante de l'humanité à se connecter au divin et à laisser une empreinte durable sur la terre. Ainsi, au fil des siècles, comme le fleuve qui élargit son cours et creuse patiemment son lit, la civilisation mésopotamienne forgea des structures complexes et des traditions profondes. Ces développements continus, grain après grain accumulés par des générations d'ingéniosité et de dévotion, allaient nous former la base d'un âge d'or à venir, une période de splendeur dont le rayonnement traverserait les millénaires et dont les échos poétiques continuent de nous parvenir. Au fil des siècles, comme le fleuve qui élargit son cours et creuse patiemment son lit, la civilisation mésopotamienne forgea des structures complexes et des traditions profondes. Ces développements continus, grain après grain, accumulés par des générations d'ingéniosité et de dévotion, allaient former la base d'un âge d'or à venir, une période de splendeur dont le rayonnement traverserait les millénaires et dont les échos poétiques continuent de nous parvenir. Ce développement exceptionnel culmina dans des périodes de grandeur impériale et de floraison culturelle, où les cités-États, devenues de vastes empires, étendirent leur influence bien au-delà des plaines alluviales, laissant derrière elles des témoignages majestueux d'une civilisation à son apogée. Ce moment de splendeur se manifesta par des réalisations architecturales d'une ambition démesurée. Au cours du deuxième millénaire avant notre ère, puis s'amplifiant au premier, les rois et les empereurs rivalisèrent de faste pour ériger des monuments qui devaient témoigner de leur pouvoir et de leur piété. Les ziggourats, ces tours à étages dédiées aux divinités tutélaires, atteignirent des dimensions impressionnantes. La grande ziggurat d'Ur, reconstruite par le roi Ur-Nammu vers 2100 avant notre ère, mesurait 64 mètres de long, 45 mètres de large et s'élevait à environ 30 mètres de hauteur. Construite en briques crues pour le chœur et recouverte d'une enveloppe de briques cuites jointes par du bitume, elle nécessita des millions de briques, chacune mesurant environ 30 cm sur 15. Les pentes des terrasses étaient soigneusement calculées pour le drainage de l'eau, protégeant l'édifice des intempéries pendant des siècles. Le processus de construction, exigeant des milliers d'ouvriers et des chariots tirés par des bœufs pour transporter les matériaux, était une prouesse d'organisation et d'ingénierie. Les capitales impériales, comme Babylone sous Hammurabi au XVIIIe siècle avant notre ère, puis sous Nabuchodonosor II au VIe siècle, devinrent de véritables métropoles. Les palais royaux étaient des complexes tentaculaires, s'étendant sur plusieurs hectares et comprenant des centaines de pièces, des cours intérieures, des jardins suspendus, selon les récits grecs, bien que leur existence exacte reste débattue, et des murs épais de plusieurs mètres. Le palais du sud de Nabuchodonosor II à Babylone, par exemple, était une structure colossale, ornée de briques glacurées, aux couleurs vives, bleu, jaune, blanc, représentant des dragons, des taureaux et des lions, symboles de la puissance divine et royale. Ces briques étaient cuites à des températures très élevées, entre 900 et 1100 degrés Celsius, puis recouvertes d'une glaçure à base de silice et d'oxyde métallique pour les couleurs, avant une seconde cuisson. Les portes monumentales, comme la porte d'Ishtar, s'élevaient à plus de 12 mètres de hauteur, bordées de lions en briques glacurées et de créatures mythiques. La période de l'apogée fut également marquée par d'ambitieuses conquêtes territoriales qui transformèrent les cités-États en de vastes empires.
Sargon d'Akkad, vers 2334 avant notre ère, fonda le premier empire connu, étendant son autorité depuis la Mésopotamie jusqu'à la Méditerranée et les montagnes du Zagros. Ces campagnes militaires étaient menées par des armées disciplinées, comprenant des fantassins armés de lances de bronze de 2 mètres de long et de boucliers en bois recouverts de cuir, ainsi que des archers maniant des arcs composites d'une portée de 150 mètres. Les stratégies incluaient des sièges prolongés des villes fortifiées, souvent résolus par l'assaut de béliers en bois et des sapeurs. Les conséquences de ces conquêtes furent immenses, l'unification de vastes territoires sous une administration centrale, la mise en place de réseaux commerciaux impériaux et l'afflux de richesses et de tribus des régions soumises, contribuant à la prospérité des capitales. Plus tard, l'empire néo-assyrien, entre 900 et 600 avant notre ère, devint la puissance dominante au Proche-Orient. Leurs armées étaient des machines de guerre d'une efficacité redoutable, innovant avec l'utilisation massive de chars de guerre tirés par des chevaux rapides et équipés d'arcs composites. Les ingénieurs assyriens développèrent des techniques de siège avancées, incluant des tours de siège mobiles, en bois massif, hautes de plus de 10 mètres, et des ponts flottants pour traverser les rivières. Des campagnes annuelles, menées par des rois comme Assur-Nassir-Pal II ou Sargon II, assujettirent des royaumes lointains, de l'Égypte à l'Iran, forçant les populations vaincues à payer des tributs annuels en argent, or, chevaux et bois précieux. Les reliefs sculptés dans les palais assyriens, tels ceux de Ninive, décrivent ces victoires avec un réalisme saisissant, montrant des milliers de prisonniers déportés et les cités conquises en flammes, des témoignages cruels mais puissants de leur domination. Ce développement impérial s'accompagna d'un florissement culturel sans précédent. La littérature mésopotamienne atteignit son apogée avec l'épopée de Gilgamesh, rédigée sur 12 tablettes d'argile en écriture cunéiforme vers le XIIe siècle avant notre ère, qui demeure l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité. Ce récit épique, contant les exploits du roi d'Uruk et sa quête d'immortalité, explorait des thèmes universels tels que l'amitié, la mort et la recherche du sens de la vie, influençant de nombreuses traditions ultérieures. Des scribes spécialisés copiaient et commentaient ces œuvres dans les bibliothèques des temples et des palais, notamment la fameuse bibliothèque d'Assurbanipal à Ninive, qui contenait des dizaines de milliers de tablettes, organisées par sujet et dotées d'un système de catalogage rudimentaire, preuve d'une érudition et d'une soif de savoir extraordinaire. Parallèlement à la littérature, les sciences exactes progressèrent. Les astronomes babyloniens, à partir du 8e siècle avant notre ère, développèrent une observation systématique du ciel. Ils élaborèrent des tables de mouvements planétaires d'une précision remarquable, prédisant les éclipses lunaires et solaires avec une grande exactitude. Le système de numération sexagésimale, base 60, permit des calculs complexes et est à l'origine de notre division du cercle en 360 degrés et de l'heure en 60 minutes et 60 secondes. Ces connaissances astronomiques, consignées sur des milliers de tablettes, n'étaient pas seulement utilisées pour l'astrologie et la divination, mais aussi pour établir des calendriers lunisolaires précis, essentiels pour l'agriculture et la régulation des festivals religieux, démontrant une compréhension profonde et méthodique du cosmos. Les systèmes institutionnels atteignirent un niveau de sophistication bureaucratique impressionnant. L'empereur, qu'il soit akkadien, babylonien ou assyrien,
régnait en tant que vicaire des dieux, son autorité étant absolue et divinement sanctionnée. Des administrateurs hautement spécialisés géraient les provinces, les gouverneurs provinciaux, ou, chaque nu, était responsable de la collecte des impôts, de la justice locale, de l'entretien des infrastructures, canaux, routes, et du recrutement des troupes pour l'armée impériale. Les impôts étaient collectés en céréales, bétail, métaux précieux et produits artisanaux, et stockés dans de vastes entrepôts royaux, avant d'être redistribués pour entretenir la cour, l'armée et les temples. Des milliers de scribes, organisés en corps administratifs, enregistraient méticuleusement chaque transaction, chaque décret, chaque jugement sur des tablettes d'argile, assurant la cohésion et le fonctionnement de ces vastes empires. La vie dans les grandes cités, comme Babylone sous Nabuchodonosor II, était un tableau vibrant de sons, d'odeurs et d'activités incessantes. Les rues larges, pavées de briques et parfois recouvertes de bitume, s'étendaient sur des kilomètres, traversant des quartiers résidentiels et commerciaux. Les sons de la ville se mêlaient dans un bourdonnement continu, le cliquetis des marteaux des forgerons frappant le bronze et le fer dans leurs ateliers près des portes de la ville, le grincement des charrettes à 2 roues tirées par des ânes ou des mulets transportant des marchandises, les cris des marchands vantant leurs produits et les murmures lointains des prières s'élevant des zigguras. L'air était saturé d'un mélange complexe d'arômes. La fumée des feux de cuisson du matin, l'encens doux et résineux s'échappant des temples, l'odeur terreuse de l'argile humide des potiers et, inévitablement, l'âcre relent des déchets et des canaux d'égout à ciel ouvert qui longeaient certaines artères. Les marchés étaient le cœur battant de ces métropoles. À Babylone, le grand marché, situé près de l'Euphrate et des portes principales, s'étendait sur des centaines de mètres carrés. Des centaines d'étals proposaient une profusion de produits. Des montagnes de dattes séchées et fraîches, des paniers débordant d'oignons, d'ail, de lentilles et de pois chiches. Les marchands de céréales vendaient l'orge et le blé à des prix fixés par la royauté, souvent autour de 2 shekels d'argent pour un gur, environ 300 litres d'orge. Des tissus de laine et de lin aux couleurs vives, rouge écarlate, teint avec de la cochenille, bleu indigo, importé d'Inde, vert malachite, était exposé un vêtement de lin fin pouvant coûter jusqu'à 5 shekels. Les artisans proposaient des poteries utilitaires, jarres de 30 litres pour l'eau, bols de 15 cm pour les repas, et des objets de luxe. Seaux-cylindres gravés dans le lapis-lazuli d'Afghanistan, valant 10 shekels ou plus selon la qualité, bijoux en or et argent, bracelets pesant une douzaine de grammes d'or. Le bruit des négociations, les bêlements des moutons et des chèvres et le doux tintement des balances en bronze résonnaient sans cesse. Les festivals religieux étaient des moments d'exaltation collective et de faste. Le festival d'Akitu à Babylone, célébré pendant 12 jours au printemps pour marquer le Nouvel An et la régénération cosmique, était l'événement le plus important. Des milliers de citoyens se joignaient aux processions solennelles. Le 3e jour, les prêtres purifiaient le temple d'Esagila, dédié à Marduk. Les 6e et 8e jours, la statue dorée du dieu Marduk, ornée de parures en or et en lapis-lazuli, était portée en procession à travers la voie processionnelle, large de 25 mètres et bordée de murs décorés de lions en briques glacurées. Les fidèles, vêtus de leurs plus beaux atours, robes de lin blanc pour les prêtres, tuniques colorées pour la foule, chantaient des hymnes et faisaient des offrandes de fleurs et d'encens. Les musiciens jouaient des lyres à 9 cordes et des harpes à 20 cordes,
accompagnés de tambours et de flûtes doubles, remplissant l'air de mélodies sacrées. Le 11e jour, le roi lui-même participait à un rituel de humiliation et réaffirmation devant la statue de Marduk, avant que la déesse Ishtar ne rejoigne Marduk dans une barque divine pour un voyage symbolique sur l'Euphrate, clôturant les célébrations par de grands banquets et des réjouissances populaires. La vie des différentes classes sociales offrait des contrastes saisissants. Dans les palais royaux, comme le palais du Nord d'Assur-Nassir-Pal II à Nimrud, la vie était réglée par le luxe et la politique. Le roi, entouré de ses hauts fonctionnaires et de sa cour, se déplaçait dans des jardins luxuriants irrigués par des canaux souterrains, où poussaient des cèdres, des palmiers dattiers et des oliviers. Les repas royaux étaient des festins opulents, viande de bœuf et de mouton grillés, poissons du Tigre préparés avec des épices rares importées, poivre noir d'Inde, cannelle de Ceylan, vin fruité de Syrie, pain de blé raffiné au miel. Les convives se paraient de tuniques de soie brodées d'or et de bijoux incrustés de pierres précieuses. Des musiciens et des danseurs divertissaient la cour, tandis que des poètes récitaient des épopées glorifiant les exploits du souverain. Le parfum des huiles aromatiques et de l'encens remplissait les vastes salles ornées de reliefs sculptés. Contrastant avec cette opulence, la vie d'une famille d'artisans dans un quartier modeste de la même ville était humble et laborieuse. Prenons l'exemple d'un potier nommé Ur-Nungal et de sa famille. Leur maison, d'environ 6 mètres sur 4, était faite de briques crues et se composait de 2 petites pièces autour d'une cour centrale où se trouvait le four de cuisson. Le matin, après un petit déjeuner de galettes d'orge et de bière légère, Ur-Nungal travaillait de longues heures dans son atelier attenant. Il fabriquait des centaines de bols, jarres et lampes à huile par mois, les vendant sur le marché local ou à des intermédiaires. Ses mains étaient constamment couvertes d'argile et l'odeur de la poussière et du bois brûlé était omniprésente. Sa femme, Aya, et leur fille passaient la journée à moudre le grain avec une meule en pierre, à tisser la laine pour fabriquer des tuniques simples et à préparer les repas à base de lentilles, d'oignons et d'orge. Leurs vêtements étaient de laine brute, non teintée, et leurs repas simples, l'accès à la viande étant un luxe rare. Même au sein de l'élite, les distinctions étaient nettes. Un scribe nommé Nabu-apal-iddina, travaillant dans la bibliothèque royale, menait une vie confortable mais moins somptueuse que le roi. Sa maison était plus grande, avec un jardin plus conséquent et des murs peints de motifs géométriques. Ses repas étaient plus variés, incluant du poisson frais, des dattes en abondance et du pain de blé. Il pouvait se permettre des tuniques de lin fin et des sandales de cuir de meilleure qualité. Ses journées étaient consacrées à l'étude et à la copie de tablettes, au son du stylet en roseau marquant l'argile molle et au murmure des lectures dans les salles de la bibliothèque, un lieu imprégné de l'odeur des tablettes de terre cuite et du papier de papyrus, parfois importé. Le soir, il pouvait fréquenter des tavernes pour déguster de la bière d'orge fermentée et discuter de philosophie ou de politique avec d'autres érudits, échangeant des nouvelles et des idées sous le faible éclat des lampes à huile. Les interactions sociales se déroulaient dans divers lieux. Les tavernes, petites pièces, souvent attenantes à une maison, servaient de lieu de rencontre pour la population. On y buvait de la bière, fermentée à partir d'orge et parfois aromatisée d'herbes, dans des jarres d'argile de 10 litres que l'on sirotait avec des pailles en roseau. Des jeux de société, comme le jeu royal dur
un ancêtre du backgammon avec des dés en os et des pions en pierre, était pratiqué. Le brouhaha des conversations, les rires et les chants emplissaient ces espaces faiblement éclairés par des torches. Dans les cours des temples, les citoyens venaient faire leurs offrandes individuelles, prier pour la prospérité ou la guérison, et consulter les prêtres pour des oracles ou des interprétations de rêves. Ces lieux sacrés, où flottait constamment l'odeur de l'encens, étaient des points de rassemblement où les classes sociales se mêlaient dans une dévotion commune, bien que les plus riches pussent faire des offrandes plus somptueuses, des statuettes d'or ou sacrifices d'animaux gras. Les jardins des palais et des temples, soigneusement entretenus, étaient des havres de paix au milieu de l'agitation urbaine. Ils étaient conçus avec des terrasses, des bassins d'eau et des allées ombragées par des arbres fruitiers et des palmiers. Des systèmes d'irrigation complexes, alimentés par des puits ou des canaux, garantissaient la verdure même en plein été, la fraîcheur de l'eau s'évaporant légèrement dans l'air sec. Des oiseaux exotiques, parfois importés de terres lointaines, chantaient dans les feuillages, ajoutant une mélodie douce au murmure de l'eau. Ces jardins n'étaient pas seulement des lieux de beauté, mais aussi des symboles du pouvoir royal sur la nature, reproduisant un paradis terrestre, un Gan Eden en sumérien, source d'inspiration pour de nombreuses cultures ultérieures. La médecine et l'hygiène publique, bien que rudimentaires selon nos standards modernes, montraient des signes d'organisation. Les médecins, ou assus, utilisaient des herbes médicinales, menthe, thym, pavot, et des minéraux, soufre, sel, pour traiter les maladies. Les exorcistes, ou achipus, intervenaient pour les maux d'origine surnaturelle. Des textes médicaux détaillés, comme le Diagnostic Handbook du scribe Esagil Kinapli, vers le XIe siècle avant notre ère, décrivaient les symptômes et les pronostics de diverses affections. Dans les grandes villes, des systèmes d'égouts en briques cuites, bien que rudimentaires et souvent à ciel ouvert, aidaient à évacuer les eaux usées des zones résidentielles et des temples vers l'Euphrate ou le Tigre, contribuant à limiter la propagation de maladies, même si l'eau potable était souvent puisée directement des fleuves ou de puits superficiels. L'éducation, réservée principalement à l'élite et aux futurs scribes et prêtres, se déroulait dans les édubas, les maisons des tablettes. Ces écoles, souvent attachées au temple ou au palais, dispensaient un enseignement rigoureux pendant des années. Les élèves, âgés de 6 à 18 ans, apprenaient la calligraphie cunéiforme en copiant des textes littéraires, des listes lexicales et des hymnes. Ils étudiaient la grammaire sumérienne et akkadienne, les mathématiques, géométrie, algèbre simple, l'histoire et les lois. La discipline était stricte, avec des punitions corporelles enregistrées dans certains textes. Un élève passait des milliers d'heures à graver des signes sur des tablettes d'argile, développant une dextérité et une mémoire exceptionnelles. La maîtrise de ces compétences était la clé de l'ascension sociale et de l'accès aux plus hautes fonctions administratives et religieuses de l'Empire. L'art de cette période reflétait la grandeur impériale. Les stèles de victoire, comme la stèle de Naram Sin d'Akkad, vers 2254 avant notre ère, mesurant plus de 2 mètres de hauteur, célébraient les triomphes militaires du souverain, le représentant en taille colossale, écrasant ses ennemis sous les pieds, sous la protection des dieux. Les bas-reliefs des palais assyriens, s'étendant sur des dizaines de mètres de long dans des salles d'apparat, représentaient des scènes de chasse au lion royal, de batailles épiques et de rituels religieux, avec une attention méticuleuse aux détails des armures, des chars et de la faune.
Ces œuvres, sculptées dans l'albâtre ou le calcaire, étaient souvent polychromes, peintes de couleurs vives, qui, avec le temps, ont disparu, mais dont les traces permettent d'imaginer la splendeur visuelle de ces intérieurs royaux. Les avancées technologiques continuaient de transformer la vie. La ferronnerie, bien que le bronze restât le métal dominant pour l'armement lourd, commença à se développer plus largement vers 1200 avant notre ère. Le fer, plus abondant mais plus difficile à travailler, devint utilisé pour les outils agricoles, socs de charrue, haches et les armes légères. Le processus de forgeage du fer impliquait de chauffer le minerai dans des fours spéciaux à des températures allant jusqu'à 1200 degrés Celsius, puis de le marteler à plusieurs reprises pour éliminer les impuretés et le durcir, une technique exigeant un savoir-faire considérable et des forgerons hautement qualifiés. Cette innovation allait progressivement démocratiser l'accès aux outils métalliques et, à terme, modifier l'équilibre militaire et économique de la région. Ainsi, au fil des siècles, comme la pierre polie par le vent et le sable révèle ses veines les plus profondes, la civilisation mésopotamienne atteignit un sommet de sophistication. Ses réalisations monumentales, ses empires éphémères et ses éclats culturels dessinèrent une fresque majestueuse, une période de grandeur dont les murmures continueraient de résonner, même lorsque les courants invisibles de l'histoire commenceraient à modeler d'autres destinées, préparant de lentes mais inéluctables transformations. Pourtant, sous la surface dorée de cette grandeur impériale, des courants invisibles commençaient à tracer de nouveaux chemins, porteurs de métamorphoses que nul ne pouvait encore deviner. Les décennies qui suivirent l'apogée des empires assyriens et babyloniens allaient être marquées par des défis grandissants, des murmures de révolte aux tempêtes lointaines venues des confins. La complexité même des structures administratives, la vaste étendue des territoires conquis et la constante exigence de ressources humaines et matérielles pour maintenir cette hégémonie générèrent des tensions profondes, créant des fissures silencieuses dans les fondations de ces puissantes civilisations. Ces transformations, lentes d'abord, puis d'une rapidité déconcertante, allaient redessiner la carte politique et culturelle de la Mésopotamie. La puissance assyrienne, qui avait dominé le Proche-Orient pendant des siècles, montra les premiers signes d'affaiblissement après le règne monumental d'Assurbanipal, qui s'acheva en 627 avant notre ère. La vaste machine impériale, étendue sur près de 2 millions de kilomètres carrés, de l'Égypte aux Zagros, était devenue difficile à gouverner. Les conflits de succession éclatèrent presque immédiatement après la mort du grand roi. Ses fils, Assur-étil-Ilani et Sin-Shar-ishkun, se disputèrent le trône, plongeant l'empire dans une guerre civile coûteuse. Ces luttes fratricides affaiblirent le pouvoir central, détournant des ressources vitales de la défense des frontières et de la gestion des provinces, tandis que la loyauté des gouverneurs provinciaux vacillait, sapant l'unité du royaume. Parallèlement à ces troubles internes, des pressions externes grandissantes s'exerçaient sur les frontières assyriennes. Au nord-est, les Mèdes, un peuple iranien unifié sous la poigne de fer de Cyaxares, développaient une armée redoutable, dotée d'une cavalerie agile et d'archers précis. Au sud, les Chaldéens de Babylonie, longtemps sous la domination assyrienne, se rebellèrent sous la direction de Nabopolassar. Ce chef militaire charismatique, en 626 avant notre ère, réussit à expulser les garnisons assyriennes de Babylone et à se proclamer roi, restaurant ainsi l'indépendance de la cité millénaire après plus d'un siècle de soumission, un événement aux répercussions profondes pour toute la région.
une alliance stratégique se forma entre les Mèdes et les Chaldéens vers 616 avant notre ère, scellant le destin de l'Empire assyrien. Les armées coalisées, dont les effectifs combinés pouvaient atteindre près de 100 000 hommes, étaient déterminées à démanteler la puissance assyrienne. Les Mèdes, avec leur cavalerie légère et leurs archers montés capables de tirs dévastateurs, et les Babyloniens, avec leur infanterie lourde bien équipée et leur expertise en matière de siège, représentaient une force militaire inédite. Leur tactique complémentaire allait bientôt se révéler irrésistible face à un empire épuisé par la guerre civile et la fatigue de ses provinces. En 614 avant notre ère, la cité sainte d'Assur, l'ancienne capitale religieuse de la Syrie, fut la première à tomber. Les Mèdes, sous le commandement de Cyaxarès, lancèrent un assaut dévastateur. Les défenses d'Assur, bien que robustes, comprenaient des murs de briques crues et cuites de 6 mètres d'épaisseur et 15 mètres de hauteur, mais la furie des assaillants fut implacable. Les Mèdes utilisèrent des béliers massifs, pesant plusieurs tonnes, pour briser les portes d'entrée en bois renforcées, tandis que des feux étaient allumés contre les remparts pour affaiblir les briques. La prise de la ville fut un choc sismique. Ses temples furent pillés et ses sanctuaires profanés, envoyant une onde de terreur à travers ce qui restait de l'Empire et signifiant un coup spirituel et moral irréparable pour la civilisation assyrienne. 2 ans plus tard, en 612 avant notre ère, l'étau se resserra sur Ninive, l'opulente capitale impériale. Les murailles imposantes de la ville, s'étendant sur plus de 12 kilomètres de circonférence et protégeant plus de 100 000 habitants, se dressaient comme un défi silencieux face à l'alliance babylonienne et Mède. Pendant 3 mois, à partir du mois de Sivan, les forces coalisées menèrent un siège méthodique. Les ingénieurs assaillants déployèrent des béliers massifs en bois de cèdre du Liban, longs de 12 mètres et munis de têtes de fer pour ébranler les portes fortifiées. Des sapeurs creusaient sous les fondations, leurs outils de bronze résonnant sous terre. Le fleuve Khosr, détourné de son cours habituel par des travaux hydrauliques stratégiques, commença à saper les bases des fortifications, transformant la terre battue en une boue traîtresse qui compromettait la stabilité des remparts. La chute de Ninive fut brutale et définitive. Après des semaines de résistance acharnée, les défenses cédèrent, probablement à cause de l'effondrement d'une partie des murs dus aux eaux du Khosr et aux assauts répétés. Les récits anciens décrivent une ville dévastée par le feu et le pillage. Le dernier roi assyrien, Sin-Shar-Ishkun, aurait péri dans les flammes de son palais, marquant la fin sanglante d'un empire qui avait autrefois semé la terreur. La destruction de Ninive fut si complète que pendant des siècles, son emplacement précis fut oublié, devenant un monticule de ruines et de légendes. Cet événement transforma radicalement le paysage politique du Proche-Orient, ouvrant la voie à de nouvelles puissances et à la résurgence de Babylone. Suite à la chute de la Syrie, l'empire néo-babylonien connut une brève mais brillante période de renaissance sous Nabopolassar et, surtout, son fils Nabuchodonosor II, qui régna de 605 à 562 avant notre ère. Ce dernier s'efforça de restaurer la gloire architecturale de Babylone, érigeant des temples majestueux dédiés à Marduk et des palais somptueux. Cependant, cette période de splendeur était menacée par de nouvelles pressions géopolitiques. L'Empire, bien que vaste, s'étendait principalement sur les territoires de l'ancienne Assyrie et la Syrie-Palestine et devait constamment affirmer son autorité face aux ambitions égyptiennes à l'ouest et aux puissances émergentes à l'est.
Les défis internes se manifestèrent également après le règne de Nabuchodonosor II, dont la disparition déclencha une succession rapide de monarques éphémères. Le royaume fut affaibli par des intrigues de cour et des rivalités dynastiques. Nabonide, qui monta sur le trône en 556 avant notre ère, fut une figure particulièrement controversée. Il tenta de promouvoir le culte du dieu de la lune saint au détriment du dieu tutélaire de Babylone, Marduk, ce qui lui aliéna une grande partie du clergé de la ville et de la population. Ses absences prolongées de la capitale, notamment un séjour de 10 ans à Taïma, une oasis du Hedjaz, laissant son fils Balthazar gérer les affaires courantes, fragilisèrent la stabilité administrative et sapèrent la légitimité du pouvoir royal aux yeux de nombreux sujets. C'est dans ce contexte d'instabilité que se leva une nouvelle puissance à l'Est, l'Empire achéménide de Perse. Cyrus II, dit Cyrus le Grand, avait unifié les tribus perses et, en 550 avant notre ère, avait conquis l'Empire Mède, établissant les fondations d'un empire colossal. Les forces perses, organisées et disciplinées, étaient réputées pour leur cavalerie lourde et leurs archers maniant des arcs composites d'une portée de près de 200 mètres. Cyrus se distinguait des souverains assyriens par sa politique de clémence et de tolérance envers les peuples conquis, une stratégie qui lui valut souvent le soutien des populations opprimées par leurs anciens maîtres, facilitant ses avancées territoriales. La marche de Cyrus vers la Mésopotamie fut inéluctable. La région, avec ses vastes richesses agricoles, ses routes commerciales établies et sa position stratégique entre l'Est et l'Ouest, représentait une cible de choix. En 539 avant notre ère, les armées perses, dirigées par le général Gobrias, affrontèrent l'armée babylonienne du roi Nabonide lors de la bataille d'Opis sur les rives du fleuve Tigre. Les troupes babyloniennes, démoralisées par l'impopularité de leur souverain et possiblement inférieures en nombre ou en tactique, furent vaincues de manière décisive. Nabonide s'enfuit, laissant la voie ouverte à la conquête du cœur de son royaume. Quelques jours plus tard, la ville de Sippar tomba sans résistance aux mains des Perses. Le destin de Babylone, la cité réputée imprenable avec ses murailles doubles de plusieurs mètres d'épaisseur et le fleuve Euphrate qui la traversait, semblait scellé. Les chroniques anciennes décrivent que les Perses utilisèrent une stratégie audacieuse. Ils détournèrent une partie du fleuve Euphrate, abaissant suffisamment le niveau de l'eau pour que leurs soldats puissent entrer dans la ville par le lit asséché, probablement lors d'une fête où les Babyloniens étaient moins vigilants. Le 16e jour du mois de Tishri, correspondant au 12 octobre 539 avant notre ère, Gobrias entra dans Babylone, marquant la fin de l'indépendance mésopotamienne. Les conséquences de la conquête perse furent profondes. L'empire néo-babylonien fut intégré comme une satrapie, province, dans le vaste empire achéménide, s'étendant de l'Égypte à l'Inde. Cyrus le Grand, conformément à sa politique, adopta une approche conciliante envers les Babyloniens. Le célèbre cylindre de Cyrus, un artefact en argile cuite de 22 cm de long, proclame son respect des coutumes locales, des divinités babyloniennes, et autorise le retour des peuples exilés, dont les Juifs. Cependant, malgré cette tolérance, Babylone perdit son statut de centre impérial indépendant pour devenir une ville provinciale, bien que prestigieuse, d'un empire dont le cœur battait désormais en Perse. Sous la domination perse, la Mésopotamie connut des transformations administratives et économiques. Le système de satrapie fut mis en place avec un gouverneur perse
supervisant l'administration locale, tandis que les institutions traditionnelles, comme les temples et les conseils municipaux, conservaient une certaine autonomie. L'économie fut intégrée à un réseau commercial impérial, avec des routes bien entretenues et l'introduction d'une monnaie standardisée, le daric d'or, qui facilitait les échanges sur de longues distances. Cependant, le poids de l'impôt impérial se fit sentir, et le drainage des richesses vers Suse et Persépolis contribua à une lente érosion de la prospérité locale. Sur le plan culturel, l'araméen, déjà une langue influente dans le Proche-Orient, fut promu au rang de langue administrative officielle de l'Empire perse, supplantant progressivement l'akkadien dans l'usage quotidien et commercial. Les scribes continuèrent à utiliser le cunéiforme pour les textes religieux et astronomiques pendant encore plusieurs siècles, mais sa diffusion diminua. L'art et l'architecture mésopotamiens furent influencés par les styles perses, avec l'incorporation de motifs et de techniques achéménides dans les monuments et les objets d'art, bien que les traditions locales persistèrent dans des formes adaptées, témoignant d'une fusion culturelle subtile. Les défis ne cessèrent pas pour Babylone. Plusieurs révoltes contre la domination perse éclatèrent, notamment pendant le règne de Darius Ier, 522 à 486 avant notre ère. Ces rébellions, souvent motivées par des prétentions à la restauration d'une royauté babylonienne, furent brutalement réprimées par les armées perses, ce qui entraîna des destructions et un déclin continu de l'importance politique de la ville. Les fortifications furent affaiblies et une partie de sa population déportée ou déplacée, transformant progressivement la majestueuse Babylone en un vestige de sa gloire passée, ces immenses structures devenant des carrières de matériaux pour de nouvelles constructions. Avec l'arrivée d'Alexandre le Grand en 331 avant notre ère, après sa victoire sur l'Empire perse, la Mésopotamie passa sous domination hellénistique. Alexandre avait des projets grandioses pour Babylone, qu'il envisageait comme la capitale orientale de son nouvel empire. Il ordonna la restauration de la ziggurat des Agila, un projet colossal qui nécessita des milliers d'ouvriers et des millions de briques crues. Cependant, sa mort prématurée à Babylone en 323 avant notre ère mit fin à ses ambitions. Les guerres des Diadoques qui s'ensuivirent morcelèrent son empire, et la Mésopotamie tomba sous le contrôle de la dynastie séleucide. Les Séleucides fondèrent de nouvelles capitales, notamment Séleucie sur le Tigre, située à environ 90 km au nord de Babylone. Cette nouvelle ville, construite sur un plan hippodamien avec des rues rectilignes de 20 mètres de large et des bâtiments en briques cuites et en calcaire, attira une grande partie de la population et de l'activité économique, accélérant le déclin de Babylone en tant que centre urbain majeur. Les dernières tablettes cunéiformes connues, principalement des textes astronomiques, datent du 1er siècle de notre ère, témoignant de la persistance des traditions scribales bien après la disparition des empires mésopotamiens, avant que l'écriture et la culture ne s'éteignent doucement. Ainsi, comme la pierre polie par le vent et le sable révèle ses veines les plus profondes, la civilisation mésopotamienne atteignit un sommet de sophistication avant de connaître des vagues de transformation. Ces défis, invasions et mutations modelèrent son cours, mais ne purent effacer l'empreinte profonde qu'elle laissa sur le tissu du temps. De ces bouleversements, comme de la cendre naît la terre nouvelle, allait émerger une continuité inattendue, un héritage qui, à travers les tempêtes de l'histoire, se transmettrait silencieusement à des civilisations futures dont les murmures lointains nous parviennent encore. De ces transformations profondes et des guerres des Diadoques
qui morcelèrent l'empire d'Alexandre, émergea une ère nouvelle, où les murmures des vieilles cités mésopotamiennes se mêlèrent aux échos des dynasties émergentes. Après la domination séleucide, dont le centre de gravité s'était déplacé vers Séleucie sur le Tigre, les plaines fertiles entre les deux fleuves virent le lever d'une autre puissance venue de l'Est, l'Empire parthe. Ce peuple, originaire de l'Est de la Caspienne, fonda la dynastie des Arsacides au milieu du IIIe siècle avant notre ère. Leur ascendant fut graduel, mais inexorable. La Mésopotamie, avec sa richesse agricole et ses routes commerciales ancestrales, devint une province clé de leur vaste domaine, s'étendant de l'Euphrate à l'Indus. Les Parthes n'imposèrent pas toujours une rupture brutale, mais leur administration, leurs coutumes et leur langue, le parthe ou moyen perse, commencèrent à infuser lentement les strates culturelles de la région, altérant le tissu de son identité millénaire. Sous la férule parthe, la Mésopotamie se transforma en une terre frontalière, un champ de confrontation récurrent entre le monde iranien et l'Empire romain à l'ouest. Les légions romaines, souvent menées par des généraux ambitieux tels que Crassus ou Marc-Antoine, tentèrent à plusieurs reprises d'envahir la région, voyant en elle un grenier vital et un verrou stratégique vers l'Orient. Ces conflits armés, s'étalant sur des siècles, laissèrent des cicatrices profondes dans le paysage. Des cités furent assiégées, comme Ctésiphon, la nouvelle capitale parthe sur le Tigre, dont les imposantes fortifications de briques cuites et de mortiers de gypse furent mises à l'épreuve à maintes reprises. Ces incursions romaines, bien que souvent éphémères dans leur conquête territoriale, maintinrent la région dans un état de tension perpétuelle, influençant les dynamiques démographiques et économiques et favorisant la construction de forts et de postes de guet en pierre de taille dont les fondations se devinent encore sous les sables. Le déclin progressif de l'écriture cunéiforme et des langues akkadiennes et sumériennes, déjà amorcées sous les Perses et les Séleucides, s'accéléra de manière significative durant cette période parthe. L'araméen, avec son alphabet plus simple et plus adaptable, devint la langue véhiculaire dominante pour l'administration, le commerce et la vie quotidienne. Les dernières tablettes cunéiformes connues, principalement des textes astronomiques et astrologiques gravés sur de petites tablettes d'argile de 10 à 15 cm de côté, datent du 1er siècle de notre ère, témoignant d'une persistance isolée de la tradition scribale dans des cercles érudits à Uruk et Babylone, avant que cet art millénaire ne s'éteigne doucement. Les astrologues babyloniens, reconnus pour leurs observations précises des corps célestes, consignaient encore les mouvements des planètes, des étoiles fixes et des éclipses lunaires sur ces supports d'argile, utilisant un système de notation complexe et une arithmétique avancée pour leurs prédictions. Pourtant, malgré la disparition de sa langue écrite emblématique, l'héritage intellectuel mésopotamien continua de se diffuser, se transmettant par l'araméen et le grec. Les connaissances astronomiques, en particulier, furent avidement absorbées par les savants hellénistiques. Des penseurs comme Ptolémée, au IIe siècle de notre ère, intégrèrent les longues séries d'observations babyloniennes dans leur propre système cosmologique, reconnaissant la précision des calculs mésopotamiens sur les cycles lunaires et planétaires. Les méthodes de calcul sexagésimal, héritées des Sumériens, persistèrent pour la mesure du temps, 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, et des angles, 360 degrés dans un cercle, des conventions qui imprègnent encore nos systèmes de mesure modernes,
reliant le présent à des milliers d'années de savoir mésopotamien. Les pratiques culturelles et religieuses locales, bien que modifiées, survécurent également. Les cultes de divinités mésopotamiennes, souvent syncrétisés avec des dieux hellénistiques ou iraniens, perdurèrent dans certaines régions. Des temples dédiés à Nabu ou à Ishtar, parfois rénovés ou réappropriés par les Parthes, continuèrent de recevoir des offrandes de la part des fidèles. Les fêtes religieuses, comme l'Akitu, la célébration du Nouvel An babylonien, qui durait 11 jours et impliquait des processions grandioses de statues divines et des rituels de purification, continuèrent d'être observés dans des formes adaptées, mêlant les anciennes traditions aux nouvelles influences. Ces manifestations de piété populaire constituaient des poches de résistance culturelle face à l'uniformisation des empires successifs, témoignant de la ténacité des croyances ancestrales. L'économie mésopotamienne, sous les Parthes, resta florissante par bien des aspects. La région continua d'être un centre agricole majeur, produisant d'abondantes récoltes de céréales, principalement de l'orge et du blé, grâce à des systèmes d'irrigation bien entretenus, certains aqueducs et canaux datant de l'époque assyrienne et babylonienne étant toujours en usage. De plus, la Mésopotamie bénéficia de sa position stratégique sur les routes commerciales reliant l'Orient à l'Occident. La route de la soie, qui transportait des marchandises précieuses comme la soie de Chine, les épices d'Inde et l'encens d'Arabie, traversait les villes mésopotamiennes, où ces produits étaient échangés contre des textiles locaux, de l'huile d'olive et des poteries. Des caravansérails en briques crues et cuites, offrant des refuges sécurisés aux marchands et à leurs bêtes de somme, furent construits le long de ces axes, témoignant de l'intensité des échanges. Après près de 5 siècles de domination parthe, la Mésopotamie fut intégrée à l'Empire sassanide, qui émergea en 224 de notre ère, supplantant les Arsacides. Les Sassanides, avec leur empire centralisé et leur religion d'État, le zoroastrisme, exercèrent une influence culturelle persane plus prononcée que leurs prédécesseurs. Ctésiphon, désormais capitale sassanide, atteignit une splendeur architecturale inégalée. Le Tak Kasra, la voûte en briques du palais royal, s'élevait à 37 mètres de hauteur et s'étendait sur 48 mètres de portée. Un exploit d'ingénierie sans précédent à l'époque, dont la silhouette majestueuse domine encore aujourd'hui les plaines irakiennes, emblème silencieux de la grandeur perdue. La ville abritait une population diverse, mêlant Perses, Araméens, Juifs et chrétiens, chacun contribuant à un riche creuset culturel. Les Sassanides mirent en place des structures administratives complexes pour gouverner la Mésopotamie, qu'ils appelaient Assuristan, terre des Assyriens. La région était divisée en provinces et districts, supervisés par des Marzban, gouverneurs, et des Sharabs, administrateurs de villes, qui collectaient les impôts et maintenaient l'ordre. Un système sophistiqué de taxation foncière, basé sur des relevés cadastraux précis des terres cultivées, fut mis en œuvre pour financer l'État et ses ambitions militaires. Les routes commerciales furent entretenues et protégées par des garnisons, favorisant la circulation des biens et des idées. Ces innovations administratives et économiques, bien que de nature persane, s'appuyèrent souvent sur des institutions locales existantes, perpétuant ainsi des lignées de savoir-faire administratif héritées des empires précédents. Sous les Sassanides, la Mésopotamie devint un centre intellectuel majeur, non seulement pour le zoroastrisme, mais aussi pour le christianisme nestorien et le judaïsme rabbinique. Des écoles talmudiques célèbres furent fondées à Soura, Pumbedita et Néardéa, où les rabbins étudiaient et interprétaient la loi juive, compilant
le Talmud de Babylone, un texte monumental qui allait devenir une pierre angulaire de la culture juive mondiale. Ces centres d'érudition, avec leurs bibliothèques manuscrites et leurs milliers d'étudiants, maintinrent vivantes des traditions intellectuelles et linguistiques utilisant l'araméen babylonien comme langue d'étude et de débat. Des médecins et des savants sassanides traduisirent également des textes grecs, syriaques et indiens en pélévi, transmettant ainsi des corpus de connaissances médicinales et philosophiques. La période sassanide fut aussi marquée par des avancées significatives dans les techniques d'irrigation. Pour maximiser le rendement agricole dans cette région aux étés longs et chauds, les ingénieurs développèrent des systèmes de canaux souterrains, les canats, qui captaient l'eau des nappes phréatiques et la transportaient sur de longues distances, minimisant l'évaporation. Des barrages et des écluses, construits en briques cuites et en mortier bitumineux, régulaient le débit des fleuves et des affluents, permettant une irrigation contrôlée de milliers d'hectares de terres arables. Ces réalisations hydrauliques, héritières des savoir-faire accumulés depuis les Sumériens, permirent à la Mésopotamie de rester un grenier pour l'Empire, assurant une production alimentaire stable pour une population croissante. Mais comme toutes les grandes structures édifiées par l'homme, l'Empire sassanide finit par s'incliner devant de nouvelles forces. Au 7e siècle de notre ère, l'arrivée des armées arabes, porteuses de la religion islamique, transforma radicalement le destin de la Mésopotamie. En 637, après la bataille de Qadisiyah, les forces musulmanes conquirent la capitale sassanide, Ctésiphon. Cette victoire marqua le début de l'intégration de la Mésopotamie, désormais appelée l'Irak arabe, dans le califat islamique. De nouvelles villes furent fondées, comme Koufa en 638 et Bassora en 639, servant de garnison militaire, puis de centres administratifs et commerciaux. L'araméen, bien que persistant encore un temps dans certaines communautés, fut progressivement supplanté par l'arabe qui devint la langue dominante de la région. La transition vers la domination islamique fut également un vecteur de transmission et d'adaptation de l'héritage mésopotamien. Les savants musulmans, dès les premiers siècles de l'islam, furent avides de savoir. Ils traduisirent des textes persans, syriaques et grecs en arabe, y compris des œuvres traitant de l'astronomie, des mathématiques et de la médecine, qui contenaient des éléments du savoir mésopotamien. La Maison de la Sagesse de Bagdad, fondée au IXe siècle, devint un pôle d'érudition où des savants comme Al-Khwarizmi étudièrent les chiffres indiens et la trigonométrie grecque, mais aussi les systèmes de mesure du temps et les observations astronomiques babyloniennes, raffinant et développant ses connaissances pour les siècles à venir. Les ruines des anciennes cités mésopotamiennes, englouties par les sables et le temps, restèrent silencieuses pendant plus d'un millénaire, leurs histoires et leurs savoirs se transmettant par des voies détournées. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la curiosité occidentale et les progrès de l'archéologie commencèrent à lever les voiles de l'oubli. Des explorateurs et des diplomates comme Paul-Émile Botta et Austen Henry Layard commencèrent à fouiller les tels, ces monticules de terre dissimulant les vestiges des cités antiques. En 1843, Botta découvrit les ruines de Dur-Sharrukin, la capitale de Sargon II, révélant des palais ornés de reliefs muraux géants. Puis, en 1845, Layard entreprit ses célèbres fouilles à Nimrud, l'antique Kalu, et plus tard à Kuyunjik, l'emplacement de Ninive, exhumant des palais assyriens, des sculptures monumentales comme les Lamassu zélés
haut de 5 mètres et pesant plus de 30 tonnes, et surtout des milliers de tablettes cunéiformes en argile. Les travaux de Robert Koldewey à Babylone à partir de 1889 révélèrent la majestueuse porte d'Ishtar, les fondations de l'Etemenanki, la ziggurat de Babylone, de près de 90 mètres de côté, et les traces des légendaires jardins suspendus, bien que leur existence exacte reste un sujet de débat. Ces découvertes, souvent d'une ampleur inattendue, mirent au jour des civilisations entières, restituant à l'humanité un pan de son histoire oubliée. La clé de la compréhension de ces vestiges fut le déchiffrement de l'écriture cunéiforme. En 1835, Henry Rawlinson, un officier britannique, commença à copier l'inscription de Behistun en perse, un texte trilingue gravé sur une falaise à 100 mètres de hauteur, mêlant le vieux perse, l'élamite et l'akkadien babylonien. Il passa près de 12 ans à déchiffrer ces caractères complexes, publiant ses résultats en 1846 et 1851. Ce travail colossal permit aux chercheurs d'accéder directement aux archives écrites des Mésopotamiens, des lois, des récits épiques, des traités scientifiques, des correspondances royales et des registres économiques. Le déchiffrement transforma notre perception de l'Antiquité, prouvant que les mythes bibliques sur le déluge avaient des racines plus anciennes dans l'épopée de Gilgamesh, rédigée des millénaires auparavant. L'héritage mésopotamien se manifeste de multiples façons, souvent invisibles à l'œil non averti, dans le tissu de nos vies contemporaines. Le concept de la loi écrite, avec ses codes détaillés et ses principes de justice, trouve ses premières expressions dans le code d'Ur-Nammu, datant d'environ 2100 ans avant notre ère, et surtout dans le code de Hammurabi, rédigé 1750 ans avant notre ère. Ces textes, gravés sur des stèles de diorite noire de plus de 2 mètres de hauteur, établissaient des peines proportionnelles pour des délits spécifiques et régulaient la vie économique et sociale, influençant indirectement le droit romain et les systèmes juridiques du Proche-Orient. Dans le domaine des mathématiques, les Mésopotamiens furent des pionniers. Leur système sexagésimal, basé sur 60, que nous utilisons encore pour mesurer le temps et les angles, a permis le développement d'une arithmétique sophistiquée. Ils maîtrisaient les équations du second degré, les racines carrées et cubiques, et possédaient des tables d'inverse et de multiplication. Des tablettes comme Plimpton 322, datées de 1800 ans avant notre ère, démontrent une compréhension avancée de la trigonométrie et des relations pythagoriciennes, bien avant le mathématicien grec. Ces connaissances furent transmises aux Grecs, puis aux savants indiens et islamiques, formant les fondations de l'algèbre et de l'astronomie moderne. L'astronomie mésopotamienne est un autre pilier de cet héritage. Les prêtres astronomes de Babylone, observant le ciel avec une rigueur inégalée pendant des siècles, établirent des catalogues d'étoiles, identifièrent les constellations principales et prédirent les éclipses lunaires et solaires avec une précision remarquable. Ils divisèrent l'année en 12 mois et le jour en 24 heures, une convention qui perdure. Leur zodiaque, avec ses 12 signes, a été adopté par l'astronomie grecque et est encore utilisé en astrologie moderne. La régularité de leurs observations, consignées sur des milliers de tablettes, a fourni une base de données inestimable pour les développements scientifiques ultérieurs. L'idée même de l'écriture, cette capacité à fixer la pensée et la parole sur un support durable, est une invention sumérienne née à Uruk vers 3500 ans avant notre ère. Partant de pictogrammes,
elle évolua vers le cunéiforme, un système syllabique et logographique qui se répandit dans tout le Proche-Orient. Bien que le cunéiforme ait disparu, son principe, la représentation graphique du langage, fut la graine qui donna naissance à toutes les écritures du monde, de l'alphabet phénicien à nos systèmes modernes. Il a permis la conservation et la transmission des savoirs, des histoires et des légendes à travers les millénaires. L'architecture et l'urbanisme mésopotamiens ont également laissé leurs traces. Les ziggurats, ces montagnes artificielles de briques crues et cuites, comme celles dures s'élevant à une quinzaine de mètres de hauteur, ont inspiré la légende de la tour de Babel et témoignent de l'ambition monumentale de ces peuples. Les concepts de la cité-État, avec ses murs de défense, ses temples centraux et ses palais administratifs, furent les modèles des premières grandes agglomérations humaines. Les systèmes d'irrigation à grande échelle, la gestion de l'eau et les techniques de construction en briques crues, une méthode écologique et durable, continuent d'influencer les pratiques architecturales dans certaines régions du monde. Enfin, les récits et les mythes mésopotamiens ont profondément imprégné l'imaginaire collectif et les traditions religieuses ultérieures. L'épopée de Gilgamesh, l'une des plus anciennes œuvres littéraires de l'humanité, raconte la quête de l'immortalité et la nature de l'amitié, et contient un récit de déluge universel qui précède de plusieurs siècles les narrations bibliques. Les mythes de la création, les légendes sur les dieux et les héros, les conceptions du paradis et de l'au-delà, tout cela a résonné à travers les cultures voisines, laissant une empreinte indélébile sur les corpus religieux et littéraires du Proche-Orient et au-delà, preuve de la puissance intemporelle des histoires. La Mésopotamie ne s'est pas éteinte d'un coup, mais s'est transformée, ses eaux se mêlant à d'autres fleuves, ses sables nourrissant d'autres sols. Les causes de sa transformation structurelle furent multiples et entrelacées, les changements climatiques qui réduisirent la productivité de certaines terres et entraînèrent des migrations, les pressions extérieures incessantes des empires successifs qui drainèrent ces ressources humaines et matérielles, et les mutations internes des sociétés qui virent l'abandon progressif de ces langues et de ces cultes au profit de nouvelles formes religieuses et culturelles. Ce fut un lent processus d'assimilation et de métamorphose où l'identité mésopotamienne distincte se dissolut dans des ensembles culturels plus vastes, persans, hellénistiques, puis islamiques. Ainsi, comme la pierre polie par le vent et le sable révèle ses veines les plus profondes et ses strates millénaires, la civilisation mésopotamienne n'a jamais vraiment cessé d'exister. Ses formes ont changé, ses noms ont été oubliés, mais ses fondations profondes sont restées. Au fil des siècles, comme l'eau sculpte la terre, son esprit a continué de couler, discret mais puissant, nourrissant les terres lointaines et les cultures à venir, laissant derrière elle un héritage silencieux qui, bien qu'invisible, résonne encore à travers les âges, un murmure ancien dans la vaste symphonie du temps. Bonsoir et soyez les bienvenus à la fin de notre voyage à travers les sables du temps. Nous avons parcouru ensemble les époques, depuis les premières étincelles de la civilisation sumérienne, les rives des fleuves, Euphrate et Tigre, jusqu'à l'effacement progressif de ses formes les plus anciennes. Nous avons vu naître les cités de briques crues, assister à l'émergence des premiers rois et de leurs lois gravées dans la pierre, traverser les splendeurs de Babylone et Ninive, et ressenti les métamorphoses apportées par les Perses, les Grecs et les empires qui suivirent. Cette odyssée nous a rappelé la fragilité et la grandeur des œuvres humaines,
le cycle éternel de la construction et de la transformation. La Mésopotamie, terre de commencement et de métamorphose, continue de vivre en nous, dans les fondations de notre pensée et de nos savoirs. Les constellations que nous observons, le découpage du temps en heures et minutes, les racines de nos systèmes juridiques et même les échos de nos plus anciens mythes, tout cela porte la marque subtile et persistante de ces civilisations oubliées. Leurs ingénieurs nous ont légué les secrets de l'eau et de la brique, leurs scribes l'idée même de l'écriture, et leurs penseurs la quête inlassable de la connaissance du monde et des cieux. Cette résonance millénaire est un rappel apaisant de la continuité de l'existence, de la manière dont chaque instant du présent est tissé des fils innombrables du passé. Alors que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel nocturne et que le monde ralentit son pas, je vous invite à laisser cette longue histoire infuser doucement votre esprit. Permettez aux images des ziggurats sous la lune, aux murmures des anciens marchés et aux sons lointains des fleuves de se fondre dans la tranquillité de votre conscience. Le voyage est terminé pour ce soir, mais le grand fleuve de l'histoire continue son cours, portant avec lui les rêves et les conquêtes des générations passées vers les rives infinies de l'avenir. Dors paisiblement, cher compagnon de voyage à travers le temps. Laisse les échos des civilisations anciennes t'accompagner dans un repos profond et réparateur. Que ton esprit trouve la sérénité au sein de cette vaste tapisserie du temps, tandis que l'histoire continue de murmurer ses secrets dans l'obscurité paisible de la nuit. Dors bien.